Agatha Christie, Ian Fleming, Roald Dahl, auteur après auteur, la réécriture des livres progresse, supprimant progressivement toute trace d'opinion jugée comme inacceptable. Mais l'histoire regorge de leçons cinglantes concernant les atteintes au langage et nous dévoile leurs conséquences. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à la réécriture des livres, car approximativement une centaine de livres anciens ont déjà été réécrits. Certains dénoncent l'arrivée d'une forme de censure qui nous amène sur un terrain glissant et la mise en application de la cancel culture. D'autres, au contraire, sont persuadés qu'il est nécessaire de respecter la sensibilité de nos lecteurs contemporains. Cette question est on ne peut plus sulfureuse et donne lieu à de nombreuses controverses. Pourtant, malgré les nombreux débats auxquels cette tendance a donné lieu, beaucoup de zones d'ombre subsistent, tant au sujet des tenants que des aboutissants. Aujourd'hui, nous allons tâcher de faire un tour d'horizon de la situation, en nous basant sur des avis d'experts. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, et faisons un rapide état des lieux. Nous savons que des romans de Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, ont été revus afin d'en supprimer les termes dits offensants. Idem d'ailleurs pour la bibliographie de Ian Fleming, le père de l'agent 007. Aujourd'hui, et puisqu'une fois n'est pas coutume, c'est au tour de Madame Agatha Christie de se retrouver sous les feux des projecteurs. En effet, la célèbre maison Les Éditions du Masque a pris la décision de réécrire les 66 œuvres littéraires de Madame Christie. Désormais, quelle que soit l'œuvre, chaque nouvelle édition sera révisée afin de suivre les recommandations de la SARL détentrice des droits, la Agatha Christie Limited. Mais ce ne sera pas la première fois que les livres de la célèbre romancière seront retravaillés, puisqu'en 2020 déjà, le titre « 10 petits nègres » était devenu « Ils étaient 10 ». Bien sûr, ce sujet divise. Une part de la population estime que ces modifications sont légitimes, car certains propos des œuvres originales sur les minorités ethniques peuvent choquer. Mais pour d'autres personnes, il appartient au lecteur de faire lui-même la part des choses, et ces remaniements littéraires ne représentent rien de moins qu'une forme de censure. Mais alors qu'en est-il vraiment ? Pour tenter de répondre à cette question, je vous propose de la poser directement aux principaux concernés, les auteurs. Bien sûr, rassurez-vous, je ne parle pas là de Ian Fleming ni d'Agatha Christie, mais d'auteurs, eux, bien vivants. Parti de la même idée, Radio-Canada Info a interviewé plusieurs professionnels de la littérature et leur a posé la question suivante. Rééditer des livres pour enlever des mots jugés offensants, c'est de la censure ou de la sensibilité? Et là, les avis divergent. Et pas qu'un peu d'ailleurs. En effet, l'auteur québécois Patrick Sénécal ne mâche pas ses mots et estime qu'il s'agit d'hypocrisie. Ni plus ni moins. Selon lui, le but de la littérature n'est pas d'être gentille. Un livre peut secouer, être controversé, et il faut montrer au lecteur que des stéréotypes ont existé. D'ailleurs, ce point de vue semble partagé par la sociologue Danielle Altidore. D'après Madame Altidore, ce ne sont pas les stéréotypes que nous devons mettre sous les feux des projecteurs, mais bien l'histoire qu'il y a derrière qui devrait être enseignée. Mais, je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'une question controversée. Si ces deux personnalités semblent d'accord sur ce point spécifique, ce n'est pas le cas de tout le monde. Madame Catherine Leroux, écrivaine et éditrice, a elle aussi répondu à la question que nous venons d'évoquer, mais différemment. À ses yeux, la sensibilité de certains lecteurs peut en effet être touchée par le contenu de plusieurs œuvres anciennes. Qui plus est, l'écrivaine réfléchit, puis explique qu'à son avis, toucher un seul cheveu d'une œuvre ne la dénaturera pas complètement. De la même façon, M. Sénécal refuserait catégoriquement que l'on modifie ses œuvres après sa mort, tandis que Mme Leroux n'y verrait absolument aucun inconvénient, tant que son œuvre ne se retrouve pas dénaturée. Bon, pour tâcher d'apporter un peu de nuance dans ce débat, précisons une chose importante. Certains éditeurs ne peuvent se résoudre à modifier définitivement une œuvre originale, mais souhaitent tout de même avertir leur lecteur. Et bien ils ont trouvé une solution, disons, modérée. Il s'agit d'avertir le lecteur au moyen de notes en bas de page, d'encadrés spécifiques ou même au travers d'un avant-propos au début du livre. Maintenant que nous avons une idée un petit peu plus précise de la situation, une question se pose. Quelle est la racine de ce phénomène? Dans le fond, il s'agit de se demander ce qui peut être dit et ce qui ne doit pas l'être. Alors une première hypothèse apparaît, sous forme d'une comparaison. En effet, sous certains aspects, il semble que cette tendance ne veut pas apprendre du passé, mais plutôt le renier, tout simplement. Et cette situation n'est pas sans rappeler quelque chose d'étrangement similaire, qui a déjà eu lieu dans un passé pas si lointain. Vous ne voyez pas? Il y a un peu plus de 50 ans, en Chine, la grande révolution culturelle commençait sous l'impulsion de Mao Tse-tung.
D'ailleurs, vous avez probablement entendu déjà parler de ces pages sombres de l'histoire contemporaine, mais savez-vous quel était le but du dictateur chinois? Mao souhaitait éradiquer complètement toutes les références culturelles de la civilisation antique chinoise. Ainsi, les générations suivantes n'ont pas pu connaître véritablement la culture de leur pays, ni leurs valeurs qui étaient associées. Et c'est le PCC qui a rempli ce grand vide. Le 1er juin 1966, le Quotidien du Peuple a publié un éditorial qui contenait ces mots. La révolution culturelle prolétarienne vise à détruire de fond en comble la pensée, la culture, les mœurs et les coutumes anciennes, et à créer, à développer parmi les larges masses populaires une pensée, une culture, des mœurs et coutumes totalement nouvelles. Bien sûr, les événements actuels sont très loin de reproduire la situation qu'a vécue le peuple chinois et la violence dont il a été témoin. Néanmoins, la réécriture d'œuvres historiques, pour correspondre aux exigences présentes, soulève de nombreuses questions. En résumé, il s'agit de présenter des écrits qui soient politiquement corrects, conformes à une façon de penser approuvée par différentes institutions. Et cette façon de faire suscite des inquiétudes bien réelles pour l'orientation de la pensée. Kevin Donnelly, un intellectuel australien de renom, a lui aussi fait le parallèle entre réécriture de livres et politiquement correct. Dans son livre intitulé « Le dictionnaire du woke », M. Donnelly nous fait part de ses inquiétudes. Il écrit par exemple qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouvel exemple de livre soit interdit, d'idées censurées, de passés réécrits, de statuts démolis, d'auteurs et d'universitaires vilipendés et honnis publiquement. Selon lui, nous sommes en train de glisser vers un monde orwellien, dans lequel toute personne qui remettrait en question la police de la pensée se verrait brimée, punie, puis finalement réduite au silence. Une pensée qui malheureusement semble pouvoir trouver des illustrations à notre époque. Nous pourrions citer par exemple les vives polémiques créées par l'auteur d'Harry Potter et le flot de critiques qui s'en sont suivis. En effet, en 2021, Madame Rowling a commenté un article évoquant les personnes qui ont leurs règles, en qualifiant ces personnes de femmes tout simplement. Par la suite, Madame Rowling aurait même reçu des menaces de mort. Qui plus est, l'histoire ne manque pas d'exemples pour montrer que l'art et la littérature sont des outils de contrôle puissants. Tenez, prenons l'Allemagne nazie pour exemple. En 1933, Hitler a lancé un gigantesque mouvement de répression contre ce qu'il a appelé l'esprit non-allemand. Et c'est cette initiative qui est à l'origine du grand auto-da-fé de livres qui a eu lieu dans 34 villes universitaires en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, d'autres dictatures ont aussi compris l'importance du langage et ont décidé de s'y attaquer. Si brûler des livres est une méthode tapageuse suffisamment choquante pour susciter l'indignation dans le monde entier et générer des réactions, alors pourquoi ne pas plutôt remodeler la langue elle-même? Eh bien, c'est ce que le PCC a fait en créant et favorisant le chinois simplifié, au lieu du chinois traditionnel. Pour comprendre les implications de cette réforme, prenons l'exemple de l'idéogramme utilisé pour le mot « amour ». Pour cela, je vous propose d'écouter l'explication de M. Chai, un intellectuel thaïlandais qui a étudié le chinois à l'école et interrogé par Nouvel Angle. Dans l'écriture chinoise traditionnelle, le symbole de l'amour est comme ceci. Ceci est comme votre main avec les ongles, ou encore comme les serres des aigles, qui s'accrochent à quelque chose. Et ce trait horizontal signifie le mouchoir, en tissu. Et sous ce mouchoir en tissu, nous trouvons le cœur. Le cœur est quelque chose de sensible, et par conséquent, il convient de le protéger avec ce mouchoir. Et pour terminer, vous avez ce symbole qui signifie avancer lentement. Pour que l'amour se développe, il faut y aller avec calme. On ne peut pas précipiter les choses. Le caractère amour en version simplifiée s'écrit comme ceci. Ils ont conservé la main et les ongles, ils ont conservé le mouchoir en tissu, mais sous le mouchoir, nous trouvons le symbole amitié. Ils ont retiré le cœur, plus de cœur. Ce mot signifie amitié et c'est tout. Il n'y a plus d'amour véritable. Cet exemple illustre bien un principe. Derrière les atteintes à la langue, c'est la façon même de penser des citoyens qui peut se trouver impactée, et donc leur comportement. Puis, en novembre 2019, comme pour finir d'enfoncer le clou, Pékin a annoncé officiellement qu'il allait réécrire la Bible et le Coran pour qu'ils puissent refléter les valeurs socialistes. Alors, à force de simplification et de manipulation de la langue, le PCC a atteint son but de consolider son emprise sur les capacités intellectuelles et spirituelles des Chinois. D'ailleurs, Madame Biléran est docteur en psychopathologie et il semble
qu'elle aussi estime que le langage est un vecteur important pour les dictatures. Madame Biéran a été interrogée par Epoch Times. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous avons des outils de manipulation très puissants sur lesquels nous ne prêtons peut-être pas suffisamment d'attention. Donc déjà une préparation, alors au niveau des images, au niveau des discours qui sont des discours mensongers et qui sont répétés. Et ce sont des discours qui sont des discours paradoxaux. Donc ça, on en parlera peut-être après, mais la question, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? C'est mettre dans une même expression ou une même phrase des termes qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Le meilleur exemple, c'est malade asymptomatique, donc malade sans symptômes. C'est le malade imaginaire. Donc voilà. Et ces termes viennent sidérer la pensée. Et de la même manière, ces chocs traumatiques sont aussi des discours qui manipulent les émotions à la terreur et à la culpabilité. Essentiellement, c'est deux grandes émotions sur lesquelles on peut manipuler les masses. Et il y a une capacité aussi à corrompre les individus pour qu'ils deviennent des agents de la masse. Et alors on les corrompt toujours sous des beaux principes, c'est-à-dire que ça va être le grand idéal, du dévouement pour le bien commun, etc. Mais à partir du moment où la personne s'est engagée dans des actes, c'est beaucoup plus difficile pour elle de faire machine arrière parce qu'elle a accepté une collaboration. Finalement, la réécriture de livres anciens n'est, en elle-même, pas une chose particulièrement choquante. Pourtant, les implications de ce phénomène doivent nous obliger, en tant que citoyens, à le surveiller de près. Même dans l'hypothèse où aucune mauvaise intention ne se trouverait derrière cette tendance, nous devons garder en mémoire que les plus grands chênes des forêts ont un jour été de jeunes pousses fragiles. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres. Parce qu'en 45 secondes, j'ai vécu quand même des millénaires. On m'a dit que j'oublierais beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Alors je ne sais pas si c'est moi qui a occulté ou si on... Voilà. Mais j'ai vu des géants qui parcouraient la Terre. On me parlait par exemple d'une civilisation disparue, dont l'Atlantide. On me disait, ça pour moi c'était très important, que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Et on me disait que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle race, de quelle religion. Voilà, Dieu fait partie, et simplement, c'est la qualité d'être d'un individu qui est importante. Je pense qu'il y a le destin tant qu'on est dans l'ego. Et quand on sort de l'ego, quand on fait tout un travail de transformation, de transformer toutes nos misères intérieures en vertu, quand on fait ce travail-là, eh bien, on sort de l'ego et c'est la grâce qui nous enveloppe. Et là, on rentre dans la liberté. Maintenant, c'est 55 ans après votre expérience. Ah bah oui, c'était le 10 janvier, donc 1968. Oui, donc c'est 55 ans. Du coup, 55 ans après, si aujourd'hui, si maintenant, cette tête de lumière vous posez la même question, comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Alors, quelle est votre réponse? J'ai essayé de faire au mieux. Pas de regret cette fois-ci? Non, pas de regret. Ah non. Non, et puis j'ai conscience aussi que je ne suis pas rêvée. Je dis tout le temps aux gens, parce que certaines personnes auraient tendance à me mettre un halo de sainteté, vous voyez, autour de la tête. Tout ça parce que j'ai vécu cette expérience. Alors je dis oui, d'accord, je suis témoin de la lumière. Mais ce n'est pas parce qu'on est témoin, qu'on a vu la lumière, qu'on devient lumière. Il y a tout un chemin pour devenir lumière. Et comme tout le monde, je suis en route, comme tout le monde. Donc il faut en avoir conscience, quoi. Je ne suis pas parfaite. C'est pas parce que on peut dire que j'étais illuminée à un certain moment de ma vie, durant l'expérience, où il y a une grande illumination qui se fait, qu'on comprend beaucoup de choses, même si on m'a dit que quand je reviendrai, j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il le fallait, mais je sais que, ouais, une grande illumination. Oui, d'accord. Mais après, il faut la concrétiser dans la vie. Il faut réaliser tout ça. Et c'est ça qui est plus difficile parce que
pour arriver jusque-là, il faut voir tous les pièges de l'ego, quoi, et s'en extraire. Mhm. Est-ce que pour vous, vous n'êtes pas loin de votre but là pour, Ah, pour arriver? on ne peut pas le savoir. Non, je crois que je suis. C'est un petit peu comme l'Everest. Là, je suis encore en train de regarder le haut de l'Everest. Vous savez, je ne suis qu'en chemin là. Mhm. Parce qu'en fait, votre mémoire, tout à l'heure, vous dites, vous avez eu beaucoup de choses et les êtres de lumière, vous dites, il y aura une grande partie, ce sera effacé, ce que Oui, vous avez vu. oui, Et, et cette partie qui est restée, oui. c'est toujours très très vivant Ah dans oui, votre oui, oui. mémoire. Même si, par rapport à l'expérience, admettons que cette expérience soit 100%, hein, représente 100%, je suis certaine que je n'ai ramené qu'1%, vous voyez, pour vous dire à quel point tout est vaste. Mais ce que j'ai ramené, ça reste inscrit dans mon cœur, quoi, à tout jamais, quoi. C'est frustrant de savoir que j'ai tout su, et toutes les personnes qui ont vécu cette expérience-là, qui ont été dans la lumière, on sait qu'on a tout su. Et puis on a perdu cette connaissance. Et à la limite, on se dit, mais comment sait-on qu'on a tout su si on a oublié qu'on a tout su, finalement? Mais c'est comme ça. Ah, ok. Donc vous savez, en fait, vous avez quand même perdu une grande partie. Ah oui, et une énorme partie. Et on me disait, quand j'ai vécu cette expérience, on m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou si je voulais revenir sur la Terre. Ça peut paraître monstrueux ce que je vais dire parce que j'ai un mari que j'adore, puis des petits-enfants en bas âge, évidemment que j'adorais. Mais si ça n'avait fait de mal à personne, j'aurais aimé rester de l'autre côté. Parce que dans cette dimension-là, j'étais moi, mais j'étais tout à la fois. C'est comme si j'étais une maman poule à l'échelle universelle et que j'avais tous mes petits poussins en moi, vous voyez. Hein. Donc je n'aurais rien perdu. Mais admettons que cette vibration que je suis, admettons que la partie ultime, si j'avais pu m'accrocher dans cette partie ultime, j'aurais pu remettre mon mari, mes enfants, je dis tout le temps, dans les bras de la providence divine, en sachant que tout irait bien pour eux, parce que tout irait bien pour eux. Si je redescendais tant soit peu en conscience humaine, je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins. Je ne voulais pas qu'ils souffrent de l'absence de leur maman, mais je ne voulais pas qu'ils tendent les bras à quelqu'un d'autre que moi aussi. Hein. Vous voyez? Et je voulais que mon mari soit heureux, mais surtout pas dans les bras d'une autre femme. Ok, donc vous avez encore ces attachements. Évidemment que j'avais encore ces attachements, mais on m'a dit que si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Et ça me fait penser, il y a bien longtemps déjà, j'avais été invitée à Mons en Belgique. Un monsieur m'a fait une très très belle lettre après pour me dire, Madame Dron, quand vous avez dit que vous auriez toujours pu rester dans le cœur de vos enfants, moi j'étais au fond de la salle et je pleurais. J'ai perdu récemment mon épouse. J'ai encore une petite fille à charge, elle avait 11 ans. Quand ma femme, qui faisait de nombreux séjours dans les hôpitaux, revenait à la maison, la nuit, ma petite fille réveillait sa maman pour faire un gros câlin, hein, parce qu'elle sentait bien qu'un jour maman ne serait plus là. Puis un jour la maman est partie, et au bout de quelques mois, 3-4 mois, le papa lui a dit, mais enfin, je ne te comprends pas, maman n'est plus là, tu ne pleures pas, tu ne t'ennuies pas après maman. Et la petite de dire, non, je ne m'ennuie pas après maman parce que je suis remplie de maman. J'en ai eu la chair de poule quand j'ai lu ça. Et lui, il m'a dit, j'ai compris que, parce que c'était un monsieur qui avait une très belle situation sociale, il était ingénieur, etc. Donc, il était très intelligent. Il m'a dit, j'ai compris que ma fille parlait avec l'intelligence du cœur. Et que ce que vous disiez, que j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants, ben oui, une partie de moi, on est soi, on est tout, et une partie de moi qui aurait vécu en eux, quoi. Et en tout cas, vous avez bien saisi cette opportunité sur Terre. J'espère. C'est précieux, c'est précieux. Vous dites notre vie est sacrée, n'est-ce pas? Notre vie est sacrée, absolument. On l'ignore, mais elle nous donne l'opportunité de prendre conscience et de grandir en amour. Elle est sacrée, notre vie. Et je me souviens aussi un passage qui m'apparaît très très
intéressant pour tout le monde, hein, pas seulement pour certains, justement. Vous dites, je vais trouver, hein. Je vais trouver le passage. Vous dites, tous les événements dramatiques que nous traversons sont le miroir de nos attachements aux valeurs périmées d'avoir et de pouvoir. Oui. Ignorance des lois divines, loi universelle, la loi de la nature, qui nous conduit à nous éloigner de notre véritable chemin. Oui, bien sûr. Oui, parce que si nous vivions cette plénitude, cette perfection en nous, ben, tout serait juste, tout ce qui en découlerait, ce serait magnifique, ce serait harmonieux. Ça se marierait avec les lois de la nature et tout ça, mais c'est nos propres travers, nos propres conditionnements, nos propres erreurs qui font que, ben voilà, c'est comme ça. Mhm. Donc en fait, notre planète, notre situation actuelle, le chaos, tout ce qui se passe maintenant, c'est vraiment le fruit de notre comportement, Absolument. de notre conscience. On dirait aussi. que tout est en train d'être mis à jour, tout est en train de se révéler. Et dans cette expérience, vous voyez, je voyais donc à un certain moment que je voyais donc les conditions climatiques qui s'altéraient, etc., etc. Et puis, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que je voyais une grande violence qui s'installait partout, voilà. Et qu'à un certain moment, c'est comme s'il y avait un arrosoir géant qui arrosait toutes les plantes de la terre. Et les plantes, pour nous, ce sont les êtres humains, en ce moment, symboliquement parlant. On est arrosé d'une force incroyable. Et tous les êtres qui étaient frustres, j'aime pas employer des mots mauvais, etc., mais frustres, un peu méchants, etc., ils vont devenir encore plus bestiaux. Et tous les êtres qui ont de la bonté en eux vont devenir encore meilleurs. Et ce seront vraiment des humains avec un grand H, parce que ce sera les qualités divines qui seront en eux. Et on est à cette croisée des chemins. On me montrait qu'à un certain moment, on serait à la croisée des chemins. Et que on avait un choix à faire. C'est même pas un choix. C'est même pas un choix entre deux routes. C'est un basculement de conscience, un basculement d'état, d'être. Est-ce que nous sommes justement à cette fin des temps? Oui, bon, c'est pas que la Terre, c'est pas que il va plus y avoir de Terre ni d'univers, non, pas du tout, mais on est à la fin d'une période, oui, d'une période, oui. Et je suis certain que si notre Terre, si on doit continuer à vivre, il va falloir vraiment prendre conscience de ça et changer, oui. Parce que je me souviens dans votre livre, vous avez parlé je voyais l'intolérance religieuse qui Oui. gagnait du terrain, Oui, le sud de la France qui s'effondrait oui, et la possibilité d'une troisième guerre mondiale, oui, la des possibilité. ciels qui s'embrasaient, des corps calcinés qui tombaient en poussière et une misère Oui, infinie. évidemment, j'évite quelquefois de parler de ces choses-là parce que ça peut induire la sinistrose et c'était pas du tout ça dans mon expérience. On me montrait ça non pas parce que ça devait arriver, mais justement pour éviter que ça arrive. Voilà. Pour qu'on prenne conscience avant, vous voyez. Et finalement, sur quel niveau ça doit arriver? Si c'est sur le niveau terrestre, hein, voilà, ou si c'est sur un niveau spirituel, je ne sais pas. Parce que quand on me montrait, par exemple, le feu qui s'embrasait dans le ciel, bon, je voyais ça. On pourrait penser à un accident nucléaire, par exemple. Bon, mais quand on lit certains livres spirituels qui parlent de l'anatomie spirituelle du corps humain et du chemin de l'initiation, quoi, ou par exemple l'eau, c'est la purification, le symbole de l'eau pourrait être la purification des pensées, des émotions. Et la purification du mental, c'est le feu. Donc de l'autre côté, aussi bien la musique que tous les symboles, c'est un langage de l'âme. Est-ce qu'on m'a montré le feu dans le ciel en tant que symbole d'une purification des pensées? Je ne sais pas. Donc je reste très très prudente par rapport à tout ça, vous voyez. D'accord. Eh ben, pour vous, de toute façon, la mort n'existe pas. Non. La vie est éternelle. Oui, absolument, oui.
Est-ce que, du coup, vous n'avez pas peur de mourir? Je n'ai pas peur de ne plus exister. Beaucoup de personnes considèrent la mort, c'est la fin de tout, on ne doit plus exister et ça crée une immense angoisse. Non, je n'ai pas peur de ça. Je sais que ça va continuer, quoi. J'ouvre la porte et je vais dans la pièce à côté. Ça va continuer. Par contre, étant donné que je suis quand même humaine, je me dis pourvu que je ne souffre pas trop physiquement avant de mourir, pourvu que que je ne sois pas une charge pour mes enfants, vous voyez? Oui, je reste quand même humaine. Mais avec cette différence que je sais qu'on ne meurt pas et qu'on se reverra tous, quoi. Ça change tout. Mhm. Mais en ce moment, j'ai entendu que vous êtes en train de traverser une preuve de santé, de maladie. Oui, oui. Oui, oui, je me suis... Bon, quand j'ai vécu cette expérience en 1968, j'étais 10 jours en transfusion complète. Donc, et j'ai attrapé ce qu'on appelle l'hépatite C. Plus tard, quand j'ai dit à mon médecin, si vous saviez, docteur, comme je me sens fatiguée depuis mon opération, oui, mais ma petite dame, vous avez 2 enfants en bas âge, vous avez une hystérectomie, c'est pas rien quand même. Donc, quand on a des petits-enfants qu'il faut s'occuper, eh bien, même si j'étais fatiguée, je me suis pas écoutée, comme on dit. Et puis, donc, 40 ans après, j'ai commencé à avoir quelques problèmes. On s'est aperçu que j'avais donc une hépatite C et on m'a dit que j'avais beaucoup de chance parce que je n'avais pas, pour ainsi dire, de séquelles, rien du tout, mais qu'il faudrait que je fasse très attention en vieillissant parce que peut-être que c'est endormi que ça se réveillera. C'est ce qui a eu lieu. Ça s'est réveillé. En 2014, donc l'hépatologue que j'avais consulté m'a dit que je n'avais plus que 2 ans, voire 1 an à vivre. Mais j'ai pu bénéficier à ce moment-là du nouveau traitement contre l'hépatite C. Je suis guérie, mais j'ai ce qu'on appelle une neuropathie périphérique, c'est-à-dire les terminaisons nerveuses de mes pieds, de mes jambes meurent. Donc j'ai plus de mal pour me déplacer et surtout pour monter les escaliers. Ça, c'est une chose. Mais l'année dernière, donc au mois de septembre 2022, j'ai fait une chute stupide. Je me suis fracturé l'épaule et 10 jours après, j'ai attrapé un Covid qu'on a sévère et long. Et c'est seulement depuis 1 mois que je ne suis plus sous oxygène. C'est pour ça que vous voyez que j'ai des problèmes encore avec ma gorge. Ça pourra durer quelques mois, voire 1 an. Ça m'a beaucoup, beaucoup fatiguée. Ah, d'accord. Mais comment vous avez vécu cette épreuve? Quand ça arrive, on ne peut pas faire autrement que d'accepter. Ah, du coup, prendre le courage, comme vous dites, il vous faut beaucoup de courage de faire face. Souvent, on me dit, mais quel courage vous avez eu rien que pour parler de cette expérience. Je dis oui et non. Je ne me sens pas plus courageuse que quelqu'un d'autre. À la limite, je ne pouvais pas faire autrement que de faire ça. Parce que c'est votre mission? C'est votre mission de la vie. On peut dire ça parce que si je ne le faisais pas, c'est comme si je mourais à quelque chose de vrai en moi. C'est comme si je me reniais quelque part. Donc, je n'ai aucun mérite. Puis après, bon, cette expérience, vous savez, tout le monde, en vieillissant, bon, ben, on a quelquefois des épreuves de maladies, etc. Il faut bien les accepter. Je les accepte quand j'ai manqué de mourir en 2014, quoi. Comment dire ça? On se demandait si c'était un cancer du foie ou si, donc, avec cette neuropathie, si je ne faisais pas une maladie de Charcot, une sclérose en plaques, enfin, tout ça. Quand je regardais sur Internet, je me suis dit, oh là là, pourvu que j'ai un cancer du foie, au moins dans 6 mois, je ne suis pas là. Je ne suis plus là, tandis qu'une maladie de Charcot, par exemple, voilà, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus invalidant, disons. Et puis, beaucoup de personnes de mon entourage me disaient, oh Nicole, allez, sois courageuse, on sait que tu es très, positive, tu t'imagines guérie. Bien sûr, je suis positive de nature, mais là, je sais pas, c'est encore une épreuve qui m'a forcée à m'intérioriser encore plus profondément. Et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui, positive, je le suis, mais c'était encore pour vouloir guérir. Mon ego prenait encore le dessus, vous voyez, le dessus de ça. C'est pour le propre intérêt. Pour mon propre intérêt. Et je me suis rendu compte que, eh ben non, qu'il fallait quelque part
j'étais obligée d'accepter les choses telles qu'elles se présentaient. Et en acceptant les choses, même des choses les plus difficiles, par exemple, si j'avais la maladie de Charcot, de ne plus pouvoir respirer, etc. Alors, je faisais un pas en avant, puis le lendemain, je faisais 2 pas en arrière. Ça s'est fait petit à petit. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai certainement été aidée parce que je me suis retrouvée dans un état de paix qui n'enlève rien à la souffrance ni à la lucidité. Ça n'enlève rien. Mais je me retrouvais dans une paix totale à tel point que mon mari m'a été très étonné. Il m'a dit que heureusement que tu as réagi de cette façon parce que moi, ça m'a fait du bien, vous voyez. Et donc, c'est seulement, et j'ai pu remarquer quelque chose de bizarre quand même, c'est seulement après avoir eu cette paix en moi, après avoir lâché peut-être, hein, lâché prise comme on dit, que se sont mis sur ma route des synchronicités, des opportunités que j'ai acceptées avec plaisir, vous voyez, hein, ça n'enlève rien. Mais j'avais l'impression que c'est un petit peu comme si on m'invitait à aller jusqu'au bout de moi-même, à faire ce grand lâcher prise. Justement, quand je vous avais dit tout à l'heure, votre livre m'a beaucoup aidé. Oui. C'est cette partie-là que vous avez dit, justement. Parce que, en gros, vous avez transformé la peur en confiance. Oui. C'est l'état de confiance. On peut dire, c'est un état de confiance permanente, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Parce que moi, si je suis dans certaines conditions, je me sens mal et tout, je peux avoir la peur. Bah oui. Surtout quand je suis tout seul. Et quand j'ai vu vous avez écrit, c'est dans cet état d'acceptation que j'ai confié ma vie à l'univers. Oui. Et ça m'a... En sachant que tout irait bien, que l'univers prendrait soin de moi, oui. Pour moi, c'est une foi tellement déterminée, c'est une confiance vraiment totale que moi, j'ai pas encore trouvée. Mais ça m'aide beaucoup de faire face des épreuves à l'avenir. Et j'ai compris aussi une chose, parce que j'étais exigeante aussi envers moi-même avant. Attention, il ne faut pas être complaisant avec soi-même. Mais à la limite, j'arrivais plus facilement à excuser, du moins à comprendre les autres, qu'à me comprendre. Et en vieillissant, et Dieu merci, c'est bien vieillir quelque part, parce que il y a une sagesse toute simple qui se met en place, qu'on n'a pas forcément quand on est jeune. Je me donne, si vous voulez, je ne suis pas parfaite. Et quand je m'en aperçois, c'est bien sûr qu'il faut continuer à être vigilant et à m'améliorer, mais c'est pas une catastrophe. J'en fais pas, vous voyez, une catastrophe. Je me donne le temps au temps pour me permettre de changer aussi sans me culpabiliser. Voilà, je cherchais le mot, sans me culpabiliser. C'est super. En fait, c'est-à-dire, vous avez vraiment l'amour en chinois, c'est-à-dire pour l'esprit chinois, on parle de compassion parce que le bouddhisme parle beaucoup de compassion. Oui. C'est-à-dire, vous avez cette compassion pour tout le monde et aussi pour vous-même, cette tolérance pour les autres et pour vous-même. Oui, je me regarde, je me rends compte que j'ai encore du travail à faire, que je ne suis pas parfaite. Mais c'est avec un petit sourire moqueur, quoi. En me disant, tu vois, mes filles, hein, te crois pas arriver, hein. Il y a encore ça et ça. Donc c'est ça, vous parlez de la loi de la nature, c'est-à-dire laisser les choses naturellement. Oui, oui. Faire naturellement. Oui. Alors j'ai rencontré un docteur qui était très très bien aussi, qui il avait vu clair en moi. Il m'a dit, vous savez, Nicole, il m'a dit, pour arriver au but du chemin spirituel, il faut il faut le vouloir, il faut de la volonté, il faut persévérer. Mais plus on s'approche du but, pour vraiment arriver au but, il faut lâcher. Il faut lâcher. Ouais, j'arrive à le comprendre. Voilà, mon âge me permet de mieux comprendre ça. Vous voyez. C'est ça la sagesse. Mais j'aimerais savoir, depuis votre revenu, est-ce que, parce qu'il y a certains des personnes expérience de EMI, certains ont revenu avec certains dons. Oui, avec certaines facultés, je sais bien. Je sais pas, moi, vous savez, je sais pas. Si on me demande quelle faculté, peut-être l'empathie. Comment? Je ne suis pas revenue en tant que médium ou avec vous savez, en faisant ça, on va se rendre compte, on va se mettre en relation avec l'au-delà ou en tant que voyant. Non. Mais ça m'est arrivé, par exemple,
quand j'ai perdu ma grand-mère et puis mes beaux-parents, bon, dans ce laps de temps très rapproché, j'ai beau savoir, comme tout le monde, que la mort n'existe pas. Et le manque, voilà, hein, l'amour qu'on ne peut plus leur donner, le manque, tout ça. J'avais beaucoup de chagrin. Et j'aime beaucoup une symphonie de Jean-Sébastien Bach, Jésus que ma joie demeure. C'est la 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 la. J'adore ça. Et bon, ben, un jour au soir, nous étions donc couchés, mon mari et moi, on était en train de lire, et d'un seul coup, au niveau comme ça du plexus solaire, cette symphonie m'envahit totalement. M'envahit totalement. Et je dis à mon mari, mais on n'a pas de télévision, on n'a pas d'appareil pour écouter de la musique. Je dis à mon mari, mais tu as mis quelque chose? Je lui explique, ben non, pourquoi? Mais je dis, écoute, je suis comme un violon, quoi, franchement. J'ai pris la main de mon mari pour mettre sur mon plexus solaire pour qu'il entende, mais il l'a pas entendu. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça, un jour comme ça. Donc, j'avais mes parents et mes beaux-parents qui étaient chez moi pour un déjeuner un dimanche, quoi. Et au moment du dessert, je me sens vibrer totalement, vibrer, comme si j'étais branchée sur du 220. Alors j'ai prétexté un petit moment de fatigue pour aller dans ma chambre. J'ai regardé ma main, je m'attendais à voir des vagues sur ma peau, vous voyez, tellement je vibrais. Et non. Qu'est-ce qui m'arrive? Je m'allonge et j'entends « Je suis la voie, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Et là, il m'était demandé, je ne peux pas vous dire avec quel mot, c'est plutôt une pensée qui s'imprimait très forte, de parler de cette expérience sans être le porte-parole d'aucune chapelle, parce que c'est une expérience universelle. Voilà. C'est vraiment beau. Alors, c'est plutôt des petites choses comme ça qui m'arrivent, mais pas 3-4 comme ça dans une vie, vous voyez. Mais avec peut-être une faculté que je sens qui s'est développée, c'est de sentir l'état intérieur des personnes. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vraiment beau de votre histoire et aussi votre parcours, en fait, depuis 55 ans, ce chemin Oui. de la quête de spiritualité. Et cet effort quotidien, en fait. Pour moi, c'est un effort quotidien énorme. C'est une vie. C'est une vie. Oui, et je reviens même à dire, vous voyez, Ing, que si une personne dit qu'elle a vécu une NDE, une EMI, c'est pareil, ou une expérience spirituelle équivalente, et que ça n'a rien changé dans sa vie, je me pose la question si elle l'a vraiment vécu. Parce que ça ne peut pas ne pas changer quelque chose, ça ne peut pas, c'est pas possible. Je ne dis pas à l'instant même, mais avec le temps, simplement par exemple le fait de regarder la télévision. Bon, si vous avez des enfants qui sont en jeune âge, puis après des jeunes adultes, et qu'on vous manque toute cette violence, hein, tout ce qui est axé sur la sexualité, le pouvoir, la force, la domination, c'est tellement à l'opposé de ce que j'ai vécu. On a tellement besoin de beauté, quoi, d'harmonie, de pureté. Voilà, quoi, c'est, vous voyez, même dans des choses concrètes comme ça, ce décalage, ça fait mal, oui. Je comprends. Et du coup, en fait, c'est vraiment votre mission, en fait. On peut sentir que c'est votre mission de réveiller la conscience des gens. Je pense. Je pense que je ne peux pas faire autrement. Alors, j'ai envie de dire à tout le monde, redevenez ce que vous êtes. Cherchez qui vous êtes vraiment. Pas cet ego auquel on est tellement identifié, hein, ce désir d'être toujours heureux, de vouloir tout pour soi, de dominer. Allez profondément chercher cette étincelle de lumière que vous êtes. C'est important. Et puis essayez de le manifester, de le concrétiser en nous. Parce que c'est ça, d'après l'expérience que j'ai vécue, quand on me montrait qu'on était à la croisée des chemins, c'est ça on nous demande ça en ce moment. Carrément, c'est le message pour nous sauver, pour sauver la planète. J'ai bien aimé, un jour j'ai lu, c'est un docteur, le docteur Richard Moss, qui a eu la même expérience que moi. En se reposant sur sa pelouse, un papillon noir est venu se poser sur son nez. Ça lui a déclenché toute une expérience spirituelle qui l'a profondément modifié. Il a dit, ça c'est important. Dans un futur proche, c'est le fait de nous honorer les uns les autres,
d'œuvrer à la restauration et à la protection de l'environnement qui définira un être spirituel, sans quoi la Terre nous conduira à l'extinction car nous n'aurons pas compris comment être humain. Humain avec un grand H, avec cette partie justement divine. Ben voilà, c'est moi je rajoute quant à moi, je sais que cette reconnaissance de la conscience est la seule garantie de notre bonheur et de notre survie, tout simplement. Mhm. Et aussi, on va terminer notre interview par dans votre première page de votre livre, Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Oui. Vous avez dit, parce que cette phrase m'a marquée, vous avez dit, je dédie cet ouvrage à tous les êtres sincères qui souffrent, doutent, cherchent et qui, malgré les épreuves, avancent résolument sur le sentier épineux de la vie. Oui. Donc, quel est votre message pour eux en ce moment d'un tournant de l'histoire de l'humanité? De conserver la confiance, parce que nous sommes lumière. Sur un plan de l'absolu, tout le monde, nous sommes lumière. Nous l'avons oublié et la lumière prévaudra. Tout simplement. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Inge. Is China's closest ally about to see a regime change? The US released an intel report on the origins of COVID, and China passes an anti-hegemony law. That and more on this week's China News Headlines. Welcome to China Uncensored. I'm Chris Chappell. Xi Jinping's best bro might be in big trouble. I'm not sure anyone saw this coming. One of Russia's mercenary groups, the Wagner Group, turned on Russian leadership this weekend in a surprise attack. Russian President Vladimir Putin vowed to crush the armed insurrection, but then backtracked and granted it immunity in exchange for leaving the country. Yevgeny Prigozhin agreed to go to Belarus in exchange for amnesty, but the stunt he pulled drew back the curtain on Russia's weakness. Prigozhin's Wagner Group got within 150 miles of the capital and took the city of Rostov-on-Don along the way. Putin claimed that Russians were behind him all the way, but this was the kind of hero's welcome that Wagner fighters got from Putin's supposedly loyal followers. A lot of people saw this as a big challenge to Putin, and to many it raised questions about Putin's hold on power. That's an especially important question for China, which is arguably Russia's closest ally. The Chinese government was silent about the mutiny until after it ended on Saturday. On Sunday, the Chinese Foreign Ministry released a statement. It said only that the rebellion was Russia's internal affair and that China supports Russia in maintaining its national stability. Some speculate that China's muted reaction belies anxiety over the war and the global balance of power. As I said, Russia is one of China's closest allies, and the leaders are a key aspect to that relationship. Xi Jinping and Putin have several times now said they have a no-limits friendship. However, that no-limits friendship might actually have some limits. In recent months, government advisors have expressed increasing frustration with Russia behind closed doors, feeling Beijing is increasingly being dragged around by Moscow's risk-taking behavior. According to the Associated Press, Chinese foreign policy experts are also worried about how Russia's war has revived NATO. Japan has even requested a NATO liaison office to be set up in Tokyo to counter the threat from China, which is something that has never happened before. Some Chinese foreign policy experts fret that the war could prompt a renewal of American alliances in East Asia. And speaking of allies, whatever China says about its neutrality in the Ukraine war, it's clearly backing Russia. The New York Times reports that a state-run Chinese company sent large shipments of gunpowder to a Russian munitions factory last year. Poly Technologies described the powder as being for assembly of foreign-style hunting cartridges. Oh, right, like those hunting cartridges they used to hunt Ukrainians. Gotcha. The New York Times says the delivery was enough to fuel 80 million rounds of ammunition, and it quoted a defense expert as saying this was definitely for military use. Now, in February, the U.S. said China was considering providing lethal aid to Russia.
But so far, it says that hasn't happened. But it has said it's worried about private Chinese companies doing so, which in China is kind of a distinction without a difference. Chinese companies, even if they're privately owned, are all under the control of the Chinese Communist Party. If the party wants Chinese companies to do something, they'll do it. And speaking of the war in Ukraine, there's more than one perspective on that in the US media, which is why I used Ground News to see how it's being covered on the political left versus the center versus the right. As you can see, some stories get almost entirely right-leaning coverage, and others get mostly left-leaning coverage. On the app and website, the homepage is the same for everyone, helping break through echo chambers and media bubbles caused by clickbait headlines and manipulative algorithms. Even better, there's a feed called Blind Spot, which lets you see stories that are being over or underreported by only one side of the spectrum. Like if you search for China politics, you can see that some topics are basically only covered by the left or right, which is why without Ground News, it's easy to miss key stories. Ground News is on a mission to hold the media accountable and provide context so we can easily see how media narrative can shape public opinion. It's a great place to go if you want to be more informed than the average newsreader and find multiple international perspectives that you might otherwise have missed. And it's also just really interesting to see all the hidden biases in the media. And that's why we're working with Ground News to sponsor this video. Sign up at ground.news/China Uncensored or subscribe through my link before July 5th and get it for 30% off, as little as $5 a month. And after the break, did we just learn the origins of COVID? Welcome back. Last week, we were supposed to learn everything the U.S. intelligence community knows about the origins of COVID. But today, we know only what the White House wants us to know. President Joe Biden signed a bill in March that requires the U.S. government to declassify intel on the origins of COVID. That bill gave the government 90 days to do so. And as we reported before, the deadline to that ended on one of the days Secretary of State Antony Blinken was in Beijing. The Biden administration delayed releasing those documents until 5 days after the deadline. And then what it did release was a mere 10-page summary, 3 pages of which were the appendix. It's like being offered ice cream only to watch it fall on the floor. Not only was the summary absurdly brief, but it didn't actually do what the law said, which was to declassify the intelligence. The report basically says the government is divided on the origins of COVID. It says the National Intelligence Council and 4 other intelligence community agencies believe in the natural origin theory. That means they believe COVID was passed to humans through animals and not as a result of a lab leak. However, both the Department of Energy and the FBI both believe COVID did come from a lab, although for different reasons. And the CIA and another agency the report didn't identify remained undecided. It said all agencies believe that COVID was not a bioweapon intentionally released by the Chinese military, but it did cite connections between the military and the Wuhan Institute of Virology, which was the main culprit in the lab leak theory. It said they collaborated on research, including on coronaviruses, but no known viruses that could plausibly be a progenitor of SARS-CoV-2. No known viruses. Unknown viruses that, for example, weren't reported to the world by the Wuhan Institute of Virology could be a different matter, potentially. The summary also said they had collaborated on vaccines for coronaviruses before the pandemic began, which is just one of the many suspicious things this report cites that it says doesn't rise to the level of a smoking gun. Another example, in 2013, the Wuhan Institute of Virology collected a bat coronavirus that was 96.2% similar to COVID-19. However, it says that wasn't a close enough match to be what caused the pandemic. It said the lab had poor safety precautions and aging infrastructure, which could contribute to an accident, but again, that wasn't proof positive COVID escaped from the lab. The same thing with researchers falling ill shortly before COVID was known to start spreading in Wuhan. It could be evidence, or it could be a coincidence.
One thing I found troubling about the report, though, they seem to be taking China's word about those workers' diagnoses. It says China's National Security Commission investigated the Wuhan Institute of Virology in early 2020 and took blood samples from its researchers. According to the World Health Organization's March 2021 public report, Wuhan Institute of Virology officials stated lab employee samples all tested negative for SARS-CoV-2 antibodies. Did they not watch China lie all through the pandemic and the WHO totally whitewash it? What's the point of having intel agencies if they just take China's word? This is like if the US government released a report saying there were no casualties from the Tiananmen Square massacre because China said there weren't. Now, there was a classified part to this report that wasn't released to the public, and according to the chair of the House Intel Committee, that classified intelligence paints a very different picture than this summary. In the report that was given to the president, the 90-day or so report, they have information in that report that contradicts, I believe, the impressions that are given in these statements by the Intelligence Committee. He and other Republicans are now preparing for a face-off with the Biden administration over declassifying the intel, which is what the law was supposed to do. And after the break, is China going to topple Western hegemony? Welcome back. China has passed a foreign relations law targeting Western hegemony. The law gives China the right to take countermeasures if the West puts on sanctions. Not that China didn't have the ability to sanction people and entities before. In April, it put Raytheon and Lockheed Martin on its entity list, which, let's be honest, was really symbolic because the U.S. defense companies don't do business with China. According to Bloomberg, the umbrella legislation gives Beijing's existing toolkit more weight by embracing it in a legal document alongside two of Xi's signature foreign policy initiatives. Sanctions is one of the weapons that China is preparing for as it's going to war over Taiwan. China is no doubt watching all the sanctions the West has put on Russia, and it knows that if it makes a similar move on Taiwan, sanctions like those will also be placed on China. And French President Emmanuel Macron says no global agenda can be accomplished without the US and China fully behind it. For the critical elements where you will increase divisions and conflictuality and tensions between the US and China, we should try to moderate them, to find a way to, discuss quietly and build the relevant fora to decrease tensions. He gave the Paris Climate Agreement as an example of an international issue that can be tackled with the US and China working together. It's true that both the US and China signed the agreement, but I'm not sure I would hail that as some sort of coup for the international agenda. The deal doesn't have any teeth, and China, which emits more greenhouse gases than all the developed countries combined, only put out a plan in 2021 to hit a carbon emissions peak before 2030. Meanwhile, China has been building up its coal plant capacity week by week. So if and when it does peak its CO2 emissions, it's not necessarily going to stave off climate change. Macron took heat from world leaders a few months ago for saying France shouldn't blindly follow the US into a war with China over Taiwan. A poll earlier this month said 62% of Europeans would want to stay neutral in the event of a war over Taiwan. That poll also found 43% of Europeans view China as a necessary partner they want to cooperate with. Not that polls are necessarily a reliable indicator of where the public's at on an issue. But as I mentioned, this episode is sponsored by Ground News, and it's a great tool to help you stay well informed about what's happening in the world and how it's being covered by all sides of the political spectrum. Check it out at ground.news/China Uncensored or click the link below. Once again, I'm Chris Chappell. See you next time. Qu'est-il arrivé à ce monde dans lequel nous vivons? Pourquoi?
Au cours des 4 années qu'il a passées sur cette terre, il n'a connu que la guerre. Où que j'aille, des choses que je vois. Je veux juste m'en détourner. Les rêves que j'ai, les histoires que je pourrais raconter, seront-ils encore possibles? Cette année, plus que jamais, j'ai besoin d'un monde tout neuf, un monde propre. Où je pourrais m'améliorer et être inspiré. Ma scène peut être partout et n'importe où. Mais elle commence ici. Ganjing World, un monde plus lumineux.